nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à nous suivre en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour décortiquer l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous le savez, c'est également un rendez-vous que vous pouvez suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de cette instance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Après une folle rumeur sur les risques de pénurie d'essence et une journée marquée par une ruée des consommateurs vers les différentes stations-service, la Société nationale d'hydrocarbures du Burkina, Sonabi, rassure quant à sa capacité à fournir du carburant en quantité en vue de satisfaire la demande des Burkinabés. Que s'est-il réellement passé? Le regard des juges sur cette actualité dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, nous allons également nous intéresser à l'actualité ivoirienne, justement avec le président ivoirien Alassane Ouattara qui a justement annoncé la nomination d'un nouveau vice-président à la personne de Timogo Kone, actuel gouverneur de la BCEAO. C'était à Yamoussoukro, en tout cas, devant les deux chambres réunies en congrès. Analyse et décryptage de ces actualités avec les juges au siège, c'est juste après les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. On commence avec le juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? C'est un coup de cœur que je voudrais donner à un homme de l'événementiel au Burkina, Honoré Bambara, promoteur de Miss Université. Là, je ne parle pas de Miss Université, je parle du récent événement qui a été le concert hommage à un Burkinabé de 92 ans, Lengani Biri, le célèbre vieux Bissa, pour reprendre le terme, donc avec sa guitare, donc la danse du Geka également, qui avait été aussi révélée dans le clip de Smokey et qui après a produit un album qui n'a vraiment pas donné. Le vieux s'en est sorti que dalle dans la production de son propre album. C'était vraiment très difficile. Donc c'est dans ces conditions que Honoré Bambara et certains d'autres de ses camarades se sont organisés pour rendre un hommage mérité au vieux Lengani Biri, qui a véritablement assuré. Et quand j'ai vu que sa guitare traditionnelle portait maintenant une corde, parce que vous savez, il y a les guitares électriques, il y a, et sa guitare traditionnelle portait également une corde. C'est-à-dire ce câble qu'on utilise pour les brancher au bas, pour donner suffisamment également de tonalité, ça fait frémir. C'est effectivement la rencontre entre la tradition et la modernité. À 92 ans, ce vieux a créé des émules sur ses terres natales. Et de là-bas, beaucoup de jeunes ont embrassé la musique. Et donc, penser à rendre hommage de la façon dont on peut à ce monsieur, c'était une initiative à saluer. Peut-être que ça ne viendrait même pas. Peut-être que le vieux n'aurait pas une médaille. Mais ce qui s'est passé, sincèrement, c'était à la hauteur, à la dimension de vieux et de son art. Et en matière d'art, il n'y a pas de prix. Vous payez en se disant ça vaut tant. Une œuvre d'art en général, il n'y a pas de prix. C'est vous qui dites, pour cette œuvre, je mise 1 million. Il y en a qui vont dire non, pour 10 000 francs. Puisque en réalité, il n'y a pas de prix en tant que tel. Le prix, c'est en fonction de ce que l'œuvre d'art vous parle et de ce que vous pensez y mettre. Et donc, des Lengani Biri au Burkina, il y en a beaucoup. Ils sont très nombreux. Mais déjà, c'est bien qu'à 92 ans, le vieux, c'est un de ses rêves également qui a été accompli. Donc, encore une fois, bravo à M. Bambara et à toute son équipe pour cette initiative qui relève la culture burkinabé. Mais on ne pourrait pas également rendre hommage à M. Bambara sans rendre hommage également à une dame des médias qui, en réalité, c'est elle qui l'a débusqué dans un de ses reportages. Et même Honoré Bambara le dit, tout est parti de ce reportage-là. Il s'agit également de notre ancienne collègue Amandine Lalsaga, qui évolue au niveau de la télévision nationale. C'est dans un de ses reportages terrain qu'elle a débusqué le vieux. Ça a créé de l'émotion, ça a créé de la sensation. Et des personnes de bonne volonté se sont dit, il nous faut faire quelque chose pour le vieux. La suite, c'est l'amélioration également du cadre de vie
de cadre de vie de vieux dans son village. Et tous ces acteurs qui ont intervenu méritent également d'être salués et félicités. Donc cette félicitation, c'est à l'endroit de M. Honoré Bambara, mais aussi à l'endroit d'une dame des médias qui a débusqué un homme, Amandine Lalsaka, que j'ai joint également pour que c'est vraiment un coup de cœur pour les féliciter parce que c'était bien. Donc ce qu'il y a, j'ai dit bien, Lengani Biri n'est pas le seul, mais au moins un hommage lui a été rendu à la hauteur et à la dimension de son œuvre. Peut-être qu'il mérite mieux, mais déjà l'avoir fait, c'était très bien. Bravo encore à M. Bambara et à son équipe. Merci pour ce coup de cœur, juge Boukma. Juge, nous vous écoutons pour votre avant-propos. Oui, merci Président. Moi j'aurais deux avant-propos. Le premier, c'est qu'il y a eu le tirage au sort pour ce qui est de la CAN 2023. On sait que ce sont en gros 48 équipes qui ont été réparties dans 12 groupes de 4. Et pour le Burkina Faso, ce qui nous intéresse, c'est qu'on aura le Cap-Vert, on aura le Togo et les Swatini. En tout cas, pour un pays qui est terminé dans l'équateur, pour ce qui est l'équateur de tête, pour ce qui est de la dernière CAN, ça serait difficile de comprendre en tout cas qu'on ne puisse pas être à cette CAN 2023 là au regard de la poule dans laquelle nous sommes et de sa composition, parce que quoi qu'on dise, on a eu un tirage assez favorable quand on regarde en définitive. Et j'ose espérer que les bisbilles que nous avons au sein de notre fédération, les bisbilles que nous avons entre joueurs, parce qu'il faut le dire, on a entendu récemment, il ne faudrait pas seulement voir quelques joueurs et un team manager avancé. Derrière, il y a encore aussi, quoi qu'on dise, des joueurs à l'intérieur qui n'ont pas voulu suivre la même dynamique que les autres, qui ont dénoncé un certain nombre d'éléments. Donc, il y a forcément des fractures au sein des joueurs. On espère que tout cela va s'aplanir très vite et qu'on ait aussi un entraîneur, parce que c'est ce qu'on est en train d'attendre depuis, et que très vite on se mette au travail pour que on puisse face au Cap-Vert, au Togo et les Swatini arracher notre participation à cette CAN 2023. C'est le peu qu'on pourrait souhaiter dans tous les cas. J'ai dit j'avais deux avant-propos. Mon deuxième avant-propos va concerner la France. Je pense qu'aujourd'hui, logiquement, il devrait avoir le face-à-face entre Macron et Marine Le Pen. On aura un genre de remake de 2017, si ma mémoire est bonne, parce que c'était ainsi, elle était passée encore au second tour. Mais j'ai l'exercice qui, moi, m'interpelle. Je dis ça m'interpelle parce que, quoi qu'on dise, dans ce qu'on a comme expression d'une démocratie, c'est l'un pour moi des moments forts où ceux qui disent porter un projet, ceux qui disent porter une vision, porter une dynamique pour leur pays, acceptent de le confronter à une autre vision, à une autre dynamique, à une autre façon de voir. Et c'est les joutes oratoires et le débat direct qui permet aux populations et à ceux qui vont donc voter de se faire une claire lecture de la façon dont les uns et les autres défendent leur projet et de la façon dont les uns et les autres sont convaincants. C'est vrai que Macron, quand vous le regardez, il est un peu pris au piège parce qu'il avait refusé les débats. Depuis le début, il a fait une campagne avec beaucoup de distance, quoi qu'on dise, un peu un super candidat, c'est normal parce qu'il est président sortant, mais c'était le choix qu'il avait fait. Mais il y a la réalité des aides de démocratie qui le met dans l'obligation maintenant de se défendre face à quelqu'un d'autre qui aura obtenu sa place donc en étant deuxième au premier tour. Ça nous enseigne beaucoup de choses aussi, parce que sous nos cieux, c'est des choses aussi qu'on a. On a des fois des présidents élus qui n'ont jamais eu de débat direct avec d'autres candidats, peut-être parce qu'un élu se voit des fois au premier tour, et qui même pendant tout leur mandat ne s'expliquent pas forcément directement, mais sont souvent ont toujours des fusibles qui viennent et qui prennent la parole, qui défendent ceci et cela, et quand ça ne marche pas, on les enlève. Donc ça, je crois que c'est des moments qui sont très importants. Vous avez souvenance par exemple de ce fameux débat qu'il y a eu entre Alassane Ouattara, qui n'était pas trop bien dans les sondages, et quelqu'un comme Laurent Gbagbo, qui lui écrasait tout et dont on disait qu'il ne ferait qu'une bouchée d'Alassane Ouattara lors de ce débat direct, tant l'on reconnaissait en lui les capacités oratoires. Mais mal lui en a pris de n'avoir pas si bien préparé le débat. À la fin, quand on a regardé, c'est plutôt un Alassane Ouattara qui en est sorti plutôt grandi, parce que concret dans les propositions qu'il faisait, et puis ne restant pas arc-bouté sur la simple question du nationalisme qui était le terrain de celui de Laurent Gbagbo. Je rappelle cela historiquement pour dire que c'est des moments qui
sont très importants pour que, de façon éclairée, ceux qui doivent voter puissent faire des choix qui soient bien objectifs. Et ça manque. Et c'est important dans nos moments que nous avons ici. Il y a eu des initiatives, mais on reçoit les candidats et on pose des questions, chacun se défend. Mais il n'y a jamais ces gens de face à face, il n'y a jamais ce type de direct. On nous dira que c'est parce qu'on n'a pas eu de second tour, mais je dis même au premier tour, vous avez des Mélenchon et d'autres candidats qui se sont retrouvés sur des plateaux de télé et qui ont fait les débats. Et donc, ça, il faut qu'on en arrive à ça. Et pour moi, c'est vraiment important. C'était mon deuxième avant-propos. Merci pour ces analyses et cette entrée en matière. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Malgré l'augmentation de la demande des produits pétroliers et le contexte international difficile, la Sonabi dispose de stocks nécessaires dans ses dépôts pour justement satisfaire la demande des Burkinabés. C'est un message de la nationale des hydrocarbures après la rumeur de risque de pénurie. En tout cas, juge Bougman, ça a été une journée assez confuse, une ruée des consommateurs dans les stations-service. Et finalement, ce communiqué là de la Sonabi qui rassure et qui dit que c'est du fake, c'est de la désinformation. Il y a du carburant, il y a peut-être un problème de ravitaillement, mais normalement tout doit rentrer dans l'ordre. Oui, problème de carburant, oui, mais c'est pas un fake parce qu'il n'y a pas de carburant. Ou du moins, il y en a à compte-gouttes. En témoignent les longues queues autour des différentes stations-service. Hier, en rentrant autour de 21h, j'ai eu une station-service au quartier, c'était plein. Ce matin, autour de 6h après l'ouverture, 6h30, c'était également bourré dans la même station-service. Parce qu'à 22h, la station ferme. Président, à 7h, c'est fermé, c'est fini. Le carburant est fini. C'est fini. Je ne parle pas sur une distance d'1,5 km sur les 4 stations dont je parle. Non, 5 stations-service. Il n'y a qu'une seule station-service qui a du carburant. Sur une distance d'en gros 1,5 km. Je parle de ce que j'ai vu. Ça, c'est seulement d'hier soir à ce matin. Je ne parle pas des autres stations-service. Donc, effectivement, il y a un problème. On dira pour le moment de ravitaillement si on a bien compris le communiqué de la Sonabi. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas de carburant dans les cuves, mais il y a un problème de ravitaillement qu'il faut régler. Mais le problème de ravitaillement est parti à quel niveau? Est-ce que ce sont les véhicules qui ravitaillent qui sont tombés en panne? Ou bien ce sont des concessionnaires qui ont des problèmes? Ou bien. On a vu des problèmes de carburant, de ravitaillement quand il y a des grèves qui sont parfois annoncées. Et comme les Burkinabés vivent dans la peur permanente, ils préfèrent les informations qui les stressent, les informations qui les font peur, se ruent vers les stations, font le plein, avant de se rendre quelques heures plus tard qu'il n'y aura rien. C'est à cette période-là qu'on voit les pénuries. Ou bien la grève est annoncée, au premier jour de la grève, les mêmes là font un trop plein de carburant. Ils remplissent le réservoir, ils remplissent un bidon à côté, ils partent déposer à la maison. Donc compte tenu de la demande qui a augmenté, rapidement, c'est fini. 2 jours après, ou 1 jour et demi, le même Burkinabé se rend compte qu'après moult négociations, la situation est revenue à la normale. Il se demande, mais j'ai fait tout ça pour ça. Sauf qu'ici, là, ça a surpris. On n'a pas entendu parler d'une grève qui s'annonce. On n'a pas entendu parler de et paf. Mais c'est allé progressivement. Si vous suivez, il y a en gros 1 mois, ou bien en tout cas une vingtaine de jours, c'est allé progressivement. Vous arrivez dans certaines stations-service, on dit il n'y a pas de carburant. Quelques heures après, il y en a. Donc ça a commencé petitement, petit à petit, jusqu'à maintenant au long week-end de Pâques, où les choses ont pris effectivement une autre tournure. Parce que c'était une forte demande également, c'est une période de forte demande de carburant. Parce que le mouvement des populations était grand par rapport aux salutations et par rapport à un certain nombre de choses, que dans les cuves, il n'y a pas de problème. En stock, il n'y a pas de problème. Mais c'est le problème du ravitaillement, oui. Mais effectivement, il n'y a pas de carburant. Donc il y a quand même
je ne sais pas s'il faut l'appeler pénurie au sens premier du terme, mais en tout cas, il y a un problème de ravitaillement du carburant. Si je m'en tiens au communiqué, la SONABI tente de rassurer, sauf qu'à côté, vous avez les spéculateurs. Mais là, moi, je n'en veux pas aux spéculateurs. J'en veux à 2 personnes. D'abord à l'autorité, mais aussi aux complices. Ça, vous arrivez dans certaines stations, quand vous avez un gros bidon de 20 litres, on vous sert. Déjà, on fait ce témoignage-là. Quand vous arrivez à Moto, on dit non, par carburant. Ou on met du temps parce que, voilà. Et les spéculations se font sous le nez et la barbe de nos autorités. Il y a une brigade de contrôle et de vérification logée au ministère du Commerce. Il y a effectivement nos forces de défense et de sécurité qui sont là pour ça. L'affaire est très simple à gérer et à contenir. C'est très difficile de cadrer tout Ouagadougou. Mais dans certaines zones, à quelques mètres des commissariats de police, à quelques mètres des brigades de gendarmerie, des spéculations se fassent sous le nez et la barbe de nos autorités. Il y a effectivement un problème. Je le dis hier, je passais pas loin du commissariat Ouaga 2000, j'ai vu. C'est pourquoi je parle du commissariat, ça j'ai vu. Je parle de ce que j'ai vu. Et ça au moins c'est clair. Mais si personne n'a donné instruction de faire quoi que ce soit, personne ne va bouger. Donc, le litre à 1000 francs, à 1000 ci, à ceci ou à cela. Bon, entre quelqu'un qui est en rouge, qui est au rouge, qui veut rentrer, qui ne peut pas, et qui cherche une solution, ce n'est pas qu'il peut se débrouiller pour rentrer, il ne peut même plus bouger. Parce qu'il a fait le tour des stations jusqu'à un point et il sait qu'il ne pourra même plus faire 1 kilomètre. Il lui faut du carburant. Et quelqu'un lui tend ça, qu'est-ce qu'il fait? Donc je pense que là, c'est un communiqué qui donne des informations, qui tente de rassurer qu'il y aura un retour à la normale d'ici peu. Mais dans combien de temps? Parce que en même temps, on est devenus tous gourmands. Parce que quand on arrive, maintenant, on fait le plein. C'est ça aussi la réalité. Les motos font le plein, les véhicules font le plein. Donc la demande a aussi augmenté en même temps. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se résorber. Donc du coup, nous sommes dans une telle situation qui, de mon point de vue, était prévisible. D'accord. Alors, juge, on met tout sur le coup de la rumeur. Une fois le rumeur, justement, qui amène le consommateur à faire une demande plus que d'habitude. Les motocyclistes et les automobilistes qui font le plein, la demande qui s'affole, finalement, plus de stock, la SONABI qui tente de rassurer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette situation qui prévaut depuis quelques jours concernant justement la disponibilité des hydrocarbures? Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. J'ai écouté avec commisération le directeur de la SONABI qui a donné ces éléments de réponse. Mais je crois qu'il y a des réalités aussi qu'il faut accepter. On a eu un long week-end qui a été marqué par beaucoup d'informations qui ont circulé. C'est ça, en fait, la question de la rumeur. Et puis, il y a aussi que depuis quelques jours, Bénal le rappelait, il y a certaines stations où il y en avait des problèmes aussi à avoir du carburant. Vous vous rappelez que le ministère du Commerce a même fait, je pense, est-ce que ça ne date pas du 15 avril? Il y avait un communiqué pour dire que le stock était assez suffisant pour notre demande nationale. Déjà même ça, pour tout le monde, ça suscite déjà une question. Quand on veut rassurer sur la disponibilité d'un produit, en tout cas, c'est la meilleure façon aussi de dire que forcément, c'est que peut-être il y a un problème. Et donc, pour certains, spéculateurs ou autres, c'est le moment de se dire comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur parti de cette situation, ou bien pour le consommateur, comment est-ce que je peux me mettre à l'abri d'une éventuelle pénurie. Et donc, c'est ça aussi la question de la spéculation. C'est adopter un comportement au regard d'un futuribile qu'on sent être le plus probable. Et quand c'est comme ça, pour le consommateur, lorsqu'il arrive pour le produit qui risque d'avoir une pénurie et dont la disponibilité n'est pas sûre pour lui, il se fait un stock. Mais n'oublions pas aussi que quoi qu'on dise, la SONABI, elle travaille sur des fluctuations qu'elle maîtrise, qui sont ceux de l'offre et de la demande pendant une certaine période. Donc c'est sur ça que tout le monde s'aligne pour pouvoir, pour pouvoir de façon cyclique approvisionner les stations. Maintenant, quand vous avez, du fait d'une rumeur, tout le monde qui vient se faire son stock, déjà c'est clair que
ce qui a été déposé le matin ou plus tard à 11h ou 13h, c'est fini, vous ne l'avez plus. Il faut, et je sais que ce n'est pas forcément systématique, il faut enclencher maintenant un autre processus pour se faire ravitailler plus que de mesures, parce qu'habituellement le stock il dure un peu plus longtemps. Donc vous avez forcément une perturbation ici et maintenant et qui impacte. Ça aussi c'est une réalité. Donc je veux dire que la question de la pénurie peut être créée à la fois par le consommateur lui-même du fait de la rumeur et ayant le besoin de se faire un stock consomme plus que d'habitude et donc impacte le circuit d'approvisionnement lui-même. Ou bien ça peut être aussi le fait, parce que n'oublions pas que le ministre est sorti, le ministre en charge de ces questions est encore sorti pour nous dire que sur la question des prix, il faudrait qu'on se prépare. C'était entre les lignes le message qui nous était donné, parce que l'État ne pourra plus continuer d'endosser une bonne partie de ce coût-là, étant entendu qu'on connaît ce qui s'est passé au niveau international et qu'ailleurs, par exemple, je pense au Togo, ils ont augmenté, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire aussi. Donc, voilà, c'est inéluctable. Il y aurait une augmentation du prix du carburant. Mais quand vous l'entendez, ceux qui sont dans les circuits, quand on le dit, ça veut dire que si c'est dans les heures ou les jours à venir, tout le monde regarde aussi son stock et puis se dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas gagner quelque chose dessus? Il y a une petite spéculation qui se fait. Maintenant, même si chez eux, il y a une régulation possible, parce qu'il y a du contrôle qui est fait et tout, mais n'oublions pas, regardez la plupart des photos que vous avez vues, des vidéos, les reportages que nous avons pu partager dans nos sessions d'information. Ceux que vous voyez dans des stations, la plupart, ils ont des bidons. Et les bidons, là, vous pensez que c'est pour faire du stock à la maison? Vous et moi, on sait le caractère dangereux que cela pourra avoir. Si tout ce qu'on peut faire, c'est mettre le plein dans sa voiture, dans les motos qu'on a à la maison, c'est tout. On ne va pas se charger du bidon et garder à la maison, on sait que c'est dangereux. Mais ceux qui vont avec les bidons la plupart du temps, c'est pourquoi? C'est parce que sentant qu'il y aurait une pénurie, ils se disent que si on a les bidons, ils vont commencer à faire des petits mélanges et puis nous les vendre aux abords des voies. C'est ça la vérité. Donc eux-mêmes rentrent dans le circuit et perturbent davantage encore la disponibilité du carburant. Donc on est face à une conjugaison comment dire cela, du comportement, avec derrière pour chacun son principe, soit de faire du stock pour le reste de la semaine, soit pour faire du stock pour en revendre après, et à la fin, se basant sur une folle rumeur, ce n'est plus possible de pouvoir juguler de façon objective les entrées et les sorties en termes de disponibilité du carburant. Et donc ça devient forcément bien difficile pour la SONABI de le gérer. Ça, il n'y a pas de comment on appelle ça, face à une situation pareille, il n'y a pas de moyen de pouvoir prendre la mesure de la prévention. C'est juguler lorsque ça arrive. C'est pour ça que quand on a écouté le directeur de la SONABI, il disait que jusqu'à 17h30, il y avait près d'1 million de litres de gasoil, tout comme de Super 91 qui sont sortis. Donc, vous vous retrouvez face à une demande plus que habituelle à laquelle vous devrez répondre de façon très rapide. C'est de ça aussi qu'il s'agit, donc il faut les approvisionner très vite. Maintenant, il y a une petite partie aussi sur laquelle le directeur de la SONABI passe un peu trop vite, et je pense que ça mériterait aussi qu'on ait des explications. Quand il dit que c'est vrai qu'il y a eu des retards d'approvisionnement dans certaines stations, quelle est l'ampleur? Est-ce que c'est pas ça aussi qui est à l'origine, parce que qui est à l'origine de ce que il y a eu ce comportement de ruée là? Parce que quand il y a une rumeur, s'il y a des indices qui viennent apporter de l'eau au moulin de la rumeur, ça va aller très vite. Si on vous dit qu'il risque d'avoir pénurie et que effectivement dans les heures qui viennent, je vais dans 2-3 stations, il n'y a pas de carburant, on me dit que non, on n'a pas été approvisionné, je me dis c'est que c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu ce type de pénurie? Parce qu'on l'a remarqué dans plusieurs stations, avant même qu'il y ait la ruée vers les stations. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être là aussi il y a une explication qu'il devrait nous donner. Mais bon, on a eu l'impression qu'il est passé très vite là-dessus, en faisant un épiphénomène, alors que beaucoup de Burkinabés ont pu le constater quand même en allant dans les stations. Donc ça, pour moi, il y a un élément qu'il faut expliquer. Alors dans le communiqué de la SONABI qui a tenté justement de battre en brèche cette rumeur-là, il y a un fait qui a été rappelé, c'est le contexte international assez difficile. Est-ce aussi une manière de préparer justement le consommateur à une hausse des prix justement des hydrocarbures à la pompe? En réalité, excusez-moi, je vais peut-être être dur.
à moins que le consommateur soit de mauvaise foi, lui-même doit s'attendre à une augmentation. Moi, je suis un consommateur. Quand on regarde, on analyse les faits à l'international et même dans notre sous-région, ça va s'augmenter. Ça ne dépend pas de la Sonabi, ça ne dépend pas de nos autorités. Ça dépend du coût du baril de l'autre côté de la mer. Donc, moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il faut se dire que c'est pour préparer des esprits. Non. Je suis désolé. Les esprits, si les esprits veulent être honnêtes, doivent se dire, nous aussi. À moins que les choses s'inversent, la tendance s'inverse au plan international. Ceux même qui ont le port, qui ont les ports, qu'on appelle ça, qui ne font pas la même distance que nous, ont déjà augmenté. Je n'ai pas dit que c'est parce qu'ils ont augmenté que nous on va augmenter, mais à un moment donné, ça va être intenable. Il y a la semaine dernière, où il y a en gros 2 semaines, il y a ces sorties-là qui avaient commencé pour rappeler la dette de l'État vis-à-vis de la Sonabi, et qui dit que si la tendance continue, la Sonabi ne pourra pas tenir. Ce sont des faits. C'est des centaines de milliards sur la base de la subvention que l'État doit. Et donc, on nous dit si la tendance continue. C'était déjà suffisant pour que le consommateur lui-même se dise en toute honnêteté, je m'attends à une augmentation. Maintenant, de quelle proportion? C'est beaucoup plus là l'enjeu. Donc, on a une situation qui ne dépend pas de nous. Il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Covid est venu, les prix ont augmenté. Et maintenant, il y a cette crise Russie-Ukraine. La Russie est quatrième rang parmi les producteurs de pétrole. Quand ils ont demandé au Venezuela d'augmenter sa production de pétrole, il a refusé. Quand ça a été demandé aux pays arabes pétroliers, ils ont refusé. Ils ont refusé d'augmenter leur production. Parce que si la production augmente, ça va jouer sur le coût. Mais ils ont refusé, ils ont maintenu. En ce moment, la demande devient forte. Ces pays-là ne réfléchissent pas, non. C'est leur manne financière. Pourquoi est-ce qu'ils vont couper le robinet? Puisque c'est vous qui êtes allé encourager cette guerre-là. Donc il faut assumer aussi les conséquences. En attendant, sur le plan économique, ils vont tirer des retombées. Donc, le consommateur burkinabé doit se dire, ça pourrait augmenter. Mais de combien? Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ça ne dépend pas de la bonne volonté. Je dis bien de la bonne volonté des dirigeants actuels ou de la bonne volonté des patrons de la Sonabi. C'est le contexte international qui l'exige. Et ça ne va pas être le seul produit. Même les autres produits de consommation courante. Il y a des pays où ils ont déjà augmenté le pain. Parce que le prix du blé a flambé. Donc, il y a que... C'est pas à l'autorité de préparer les esprits, quoi. C'est bon de dire, mais c'est d'être franc. Moi, ce que je peux reprocher à l'autorité, c'est peut-être un manque de franchise. C'est de dire, les prix pourront connaître une augmentation, compte tenu des réalités. Mais ce n'est pas vouloir nier quelque chose qui peut arriver. C'est aussi de dire, si la situation change de l'autre côté, les prix peuvent ne pas être... On peut ne pas augmenter les prix, tout comme on peut même baisser en fonction de l'évolution. Mais il ne faudra pas mettre dans la tête du Burkina que ce n'est même pas possible, que c'est des rumeurs fondées. Non. Alors que c'est des facteurs que vous ne maîtrisez pas. C'est d'être honnête. Mais en réalité, l'autre problème, c'est quoi? Le procès sur la contrebande du carburant a contribué pour beaucoup. J'ai dit de regarder les stations qui connaissent des problèmes de ravitaillement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui est arrivé, c'est un cumul de facteurs. Mais les événements, les signes avant-coureurs, c'est depuis longtemps. Où vous arrivez, les pompistes vous font un signe de la main qu'il n'y a pas de carburant. Et ce n'est pas des petites stations-service. C'est des stations-service de renom, de grandes firmes, qui en principe ne devraient pas connaître des problèmes de ravitaillement. Mais qui connaissent ce problème-là. Parce que l'assèchement, pour ne pas dire la stricte surveillance de ces canaux de contrebande, cela a contribué à fermer certains autres circuits de ravitaillement. Parce qu'on nous dit que même les grandes marques, les grandes stations, comme on les appelle, avaient également un circuit parallèle qui ravitaillait et qui permettait d'équilibrer. Parce que nous, on a tout pris pour mettre entre les mains de la Sonabi, qui a le monopole de cette affaire-là. Si vous aventurez, vous serez sanctionné. D'autres pays n'ont pas la Sonabi, n'ont pas une structure. Mais on nous informe que même les pays qui n'en ont pas ont tendance à y aller. Sauf que jusqu'à présent,
Beaucoup ne sont pas venus. Et donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut dire au Burkina? Il faut leur dire la vérité. Mais puisqu'on est resté longtemps dans la contrebande de carburant, excusez-moi, qui ravitaillait beaucoup de stations-service. Et donc, quand on a coupé le cordon, le temps de réorganisation n'a pas suffi. Donc, il y a cette réalité qu'on ne peut pas dire, que l'autorité ne peut pas dire. Mais interrogeons ceux qui sont dans le milieu des hydrocarbures, que ce soit certains cadres de la SONABI ou certains cadres qui sont dans le domaine des hydrocarbures, c'est ce qu'ils disent, que ça a contribué pour beaucoup et que voilà. Maintenant, pour l'augmentation, parce qu'il y a deux facteurs. Il y a la disponibilité pour envoyer ça à la station et l'autre, c'est l'augmentation probable du coût du carburant. Et ça, c'est possible que ça puisse venir. Et là, je suis d'accord avec ce que Geoffroy a dit. Il faut qu'on s'attende, on peut s'attendre à cela. Tout comme ça peut se régler. Mais dire que ça ne viendra pas du tout, c'est comme si c'est nous qui produisons le carburant sur place, qui partons, on regarde ça dans les cuves, comme si on ouvrait un robinet, alors qu'il faut l'attendre au port, aller le transporter, venir enfouir ça dans les cuves de la SONABI, enlever maintenant, envoyer à la station-service. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas de nous. D'accord. Alors, quand on prend un secteur, celui justement des hydrocarbures, qui est un secteur assez sensible et transversal quand on voit un peu les implications, et qu'une rumeur en quelques heures affole le marché au point que on a du mal à ravitailler les Burkinabés, est-ce qu'il n'y a pas à craindre, en tout cas pour les dispositions qu'on doit prendre, tenant compte justement de la sensibilité de ce secteur et de ce domaine? Non, moi je pense que ce qui est en train d'arriver aussi n'est pas une grosse surprise comme ça. Parce que il y a quand même, tout a commencé aussi avec des communications du gouvernement. Je pense que c'était le 12 ou le 13 avril, il y avait aussi là, la conférence de presse du gouvernement avec des échanges avec la presse. Je vais rappeler un des propos du ministre que j'ai ici, parce qu'il avait rappelé la question de l'inflation mondiale due à la crise russo-ukrainienne et son corollaire de conséquences. Il a même parlé de la crise qui se ressent aussi sur les prix et la disponibilité, c'est le terme qu'il a choisi, des hydrocarbures. Et il dit l'objectif, et je le prends mot pour mot, le ministre chargé du commerce, il dit l'objectif c'est vraiment d'informer l'opinion nationale que nous faisons des efforts, mais nous ne pouvons pas non plus risquer la SONABI, c'est-à-dire la Société nationale de Burkinabé d'hydrocarbures, grâce à laquelle nous avons un stock de sécurité, grâce à laquelle nous avons le carburant. Donc, le discours c'est lequel? On ne peut plus continuer ainsi, on ne tient plus. Parce qu'il faut reconnaître aussi que les prix avaient été maintenus depuis mars 2021. On ne peut plus continuer parce qu'il y a une partie qui est quand même supportée par l'État. Et ce qu'on risque, c'est de ne plus pouvoir disponibiliser le carburant et puis de ne plus pouvoir avoir ce stock-là qui nous permet d'avoir une marge de manœuvre pour gérer les contre-coups. Mais quelques jours après, il y a eu le communiqué du même ministère pour rassurer sur la disponibilité du carburant et qu'on ait un stock qui nous permette de gérer les choses. C'est un rattrapage aussi de la communication première. Parce qu'en même temps qu'on nous rappelle et on prépare nos esprits à ce qui pourrait arriver, en même temps aussi il faut rassurer que, on n'y est pas encore. Donc, ce type de communication, le consommateur qui regarde, il s'est dit, et ce qu'il retient, c'est que bientôt, sur la question du carburant là, il risque d'avoir un problème. Ou bien, bientôt, sur la question du carburant là, il va avoir une augmentation. Il s'est dit, peut-être ça va se faire les jours à venir. C'est pas mieux que moi, je commence à faire mon plein. Parce que je sais que si c'est pas cette semaine, on va faire ça la semaine prochaine. En fait, le consommateur il réfléchit comme ça. Et vous avez des comportements de consommation qui se retrouvent impactés de façon directe. Et voilà pourquoi je dis, pour moi, c'est pas forcément une grosse surprise, parce qu'il y a un sujet qui a une fibre sensible. Tout se transporte et tout le monde se transporte. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de sensible. Chacun se pose la question de savoir, mais dans ce cas, comment je vais aller au boulot demain? Ou bien, est-ce que je ne serais pas plus intelligent, comme on m'a prévenu, de faire mon plein maintenant? Si ça augmentait, j'aurais fait quand même un petit gain. Donc, du coup, il faut se dire que les choix de consommation vont être impactés. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Pas parce qu'il y a eu forcément une rumeur d'abord, mais parce qu'il y a un officiel qui a donné un discours qui a été interprété d'une certaine façon par celui qui a sa bourse qui risque d'être impacté. C'est pour moi un comportement très, très logique. Maintenant, après, c'est vrai qu'on est un long week-end où les gens se disent il se pourrait que. Mais il se pourrait que c'est parce qu'ils savent que sur la question du carburant, il y a un débat qui est posé.
Sinon, pourquoi il n'y a pas eu tout ce branle-bas-là un peu avant? C'est depuis que le problème a été posé et que, de façon claire, les esprits ont été préparés pour une réalité qui est inéluctable pour moi. Je le rappelle, le Togo l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, certains diront c'est pas parce qu'ils l'ont fait que les autres vont le faire, et ceux qui ne l'ont pas fait. Mais on n'est pas tous pareils, et nous on ne produit pas du carburant. C'est ça notre réalité. Donc on est pays interland et on subit le contre-coup de la façon qui est la plus dure qui soit. Donc, il faut accepter qu'il y a des réajustements qui devraient être faits. À partir du moment où on nous a prévenus de cela, c'est normal aussi que le consommateur commence à intégrer ça dans son comportement d'achat. Et pour moi, ça devrait être prévisible. Maintenant, il y a aussi que des esprits doivent être éduqués. Parce que vous courez, vous partez prendre le carburant. Bon, c'est bien. Pour le consommateur, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que ce soit un problème. Mais il y a une spéculation. Même le directeur de la Sonabi a ressorti le mot spéculation, mais il n'a pas voulu courageusement comment c'est qu'on appelle ça, identifier la niche où est-ce que cela se fait. Quand vous regardez, est-ce que c'est normal qu'il y ait une cinquantaine de personnes avec des bidons qui se fassent servir dans une station, alors qu'on est en période, dit-on, de risque de pénurie ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est normal? On sait comment ça fonctionne. Le monsieur même, le gars qui sait, il est de connivence avec certains parce qu'il est sûr que... On a priorisé un certain type de consommateur. Il est sûr, parce qu'en la matière, le consommateur et le spéculateur, ils n'ont pas les mêmes visées, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Celui qui va faire son plein, c'est parce qu'il se dit, bon, écoutez, la fin de la semaine, si je m'abuse, je risque de ne pas pouvoir aller au travail. Mais l'autre qui s'est arrêté avec son bidon, on met 2 bidons dans la main, il veut faire le plein, et puis après aller faire des mélanges, s'arrêter au bord de la voie, et puis le revendre plus cher. Ce n'est pas la même chose. Donc vous les voyez qui sont aux stations, qui sont très nombreux, et ils sont 50, c'est eux qui sont eux-mêmes qui créent cette psychose-là. Quand vous passez, vous les voyez, vous dites, ah, c'est foutu. Si je m'amuse que je ne prends pas la station aujourd'hui, je risque d'aller prendre du carburant dehors plus cher et dont la qualité est douteuse. C'est ça aussi la réalité aussi, et la perception du consommateur. Donc il s'est dit, autant m'aligner et être sûr que je prendrai du bon carburant ici et maintenant, au lieu d'attendre dans 2 jours, on me dira que bon, écoutez, il n'y a plus de carburant, et je serai obligé de me rabattre sur des gens qui sont au bord de la voie, qui me vendent le même carburant 2 fois plus cher, et dont je ne maîtrise pas la qualité. Et très souvent, ceux qui viennent avec les bidons, disons-nous la vérité, ils sont de connivence avec ces stations. On sait comment ça va fonctionner. Ils sont de connivence avec eux. On les fait le plein, puis on espère que demain, ça va manquer. Quand ils viennent, c'est tout sourire qu'on vous dit, ah, chef, tu n'as pas carburant. Hein? Parce qu'il sait que celui qui est à côté là-bas, quand il va faire son plein, il va finir de tout vendre, ils vont finir faire leur point ensemble. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que tant qu'on ne quitte pas dans ce type de comportement, ça sera toujours difficile pour nous. Donc la spéculation là aussi, c'est à ce niveau-là. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations aussi difficiles. D'accord. Alors vous avez rappelé justement cette sortie du directeur général de la Sonabi qui rassure que des dispositions ont été prises pour ravitailler les stations-service. On l'a rappelé tantôt, plus de 2 millions de litres ont été en tout cas servis hier pour permettre de lever justement cette difficulté-là. Nous allons suivre de très près cette actualité-là, comme on l'a dit, et voir la réaction du marché concernant la question des hydrocarbures. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation, et c'est une actualité ivoirienne. On l'a rappelé, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara justement a annoncé le nom, la nomination du vice-président. Alors il s'appelle Tiemogo Kone, c'est l'actuel gouverneur de la BCEAO. Il faut rappeler que ce poste-là, le poste de vice-président est resté vacant depuis 2020. Alors, juge Bouma, déjà un mot par rapport au choix de cette personne. On parle d'un technocrate, quelqu'un qui s'y connaît et qui est très bien avisé des questions économiques. Le choix de cette personne-là pour occuper, en tout cas, ce poste qui est quand même assez important quand on regarde la nomenclature en Côte d'Ivoire. Oui, en plus de ce que vous dites, c'est quelqu'un aussi qui a la confiance du président Ouattara. Sinon, à ce niveau de responsabilité, ce n'est pas évident. Les uns et les autres, vous voyez d'ailleurs Patrick Hachi, occuper cette position de vice-président, et maintenant il allait avoir un nouveau premier ministre. Des noms avaient été donnés, et c'est finalement M. Kone qui arrive. Mais n'oublions pas aussi que c'est quelqu'un qui a été très proche de Guillaume Soro, qui a travaillé sous Soro, avant qu'ils ne prennent effectivement leur distance. Donc c'est ça aussi Alassane Ouattara, très bon joueur, très calculateur, qui fait tout de façon méticuleuse.
Donc ici, il règle en même temps un problème, la vacance de pouvoir longtemps constatée au niveau de la vice-présidence ivoirienne. Après le départ de Duncan et après les élections de 2020, il n'y en a plus eu jusqu'à maintenant. Et les Ivoiriens avaient dénoncé ce vide-là, se disant d'ailleurs, excusez-moi, je voudrais, si ce n'est pas nécessaire que ce poste soit maintenu, il faut le supprimer. Mais s'il est nécessaire qu'il soit maintenu, il faut le pourvoir. Donc, entre c'est maintenu, ça ne va pas être maintenu, finalement on a un vice-président en Côte d'Ivoire. Bon, ça comble ce vide-là déjà. L'autre problème, ça laisse entrevoir peut-être les calculs de Alassane pour 2025. Qui pourrait être son remplaçant. Est-ce qu'il va y aller lui-même ou bien ça va se jouer entre le vice-président et le Premier ministre? Parce que quand Hachi a démissionné, pour beaucoup, Hachi allait être nommé vice-président, donc être mis au garage, et celui qui va venir comme Premier ministre allait être le chef de chantier de Alassane Ouattara, gagner en galon vis-à-vis de l'opinion. Ils vont travailler sa com pour que ce dernier-là puisse être le candidat de 2025 et que ça allait être probablement une autre personne. Sauf qu'à l'arrivée, Hachi est nommé Premier ministre et il y a un nouveau vice-président qui est nommé. Alassane prend encore tout le monde de court et jusqu'à présent, on ne sait pas entre Alassane, Hachi, Thiemoko Kone et même d'autres cadres qui sont dans le RHDP, qui chaque matin se rasant se dit ça va être moi. Entre toutes ces personnalités, qui va être le cheval de Alassane pour 2025? Jusqu'à présent, les choses ne sont pas claires. D'accord. Alors, juge, c'est vrai que nous sommes sur le terrain politique et Bernard Bouma l'a rappelé. Le timing n'est pas anodin. Le poste est resté vacant depuis 2020. Pourquoi maintenant? Est-ce que justement on pense à 2025 déjà? Non, c'est clair qu'Alassane, il est en train de bétonner les choses autour de lui. Ça, il n'y a pas de débat. Et puis, en fait, maître du jeu, il sait qu'en la matière, le définitif, très tôt, n'est pas forcément celui du bon joueur. Je m'explique. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, vous avez vu même avec la désignation de son poulain, lorsqu'il avait décidé de se retirer, feu, comment j'oublie son nom, Gon Coulibaly, c'est sorti à la dernière minute. Donc il ne faudrait pas attendre Alassane que très tôt il y ait le poulet désigné là qui saute comme ça du chapeau très vite. Mais à chaque fois, il y a comme de nouveaux éléments qui sortent et qui montent. Et il y a toujours le questionnement qui sera. Et c'est ça qui continue. Avec Hachi, certains se sont dit, lorsqu'il a été mis Premier ministre, ok, ça c'est le choix, c'est sûr, de Alassane Ouattara. Aujourd'hui, avec son nouveau vice-président, il y a comme un genre de nouveau questionnement qui vient. Est-ce Hachi? Est-ce le nouveau qui vient? Étant entendu que lui-même, Bernard le rappelait, il est dans les arcades, c'est pas aujourd'hui. Il a été directeur de cabinet en 2007 du Premier ministre. Après, il est revenu comme ministre de la construction et de l'urbanisme, si ma mémoire est bonne. Il a été même conseiller spécial sur les affaires monétaires et économiques du président, avant d'être bombardé à la BCAO. Et puis, je pense en 2017, il était dans le conseil d'administration de l'AFI et tout, avant de revenir. Donc, c'est quelqu'un, lorsque vous regardez, qui s'est construit aussi dans l'administration ivoirienne, mais qui a été accompagné, parce que pour être gouverneur de la BCAO, il faudrait que votre pays vous positionne, il faudrait que vous soyez accompagné, donc qui a été accompagné parce qu'il y a un Alassane qui croit en lui, donc qui s'est fait un vrai coffre avant de revenir. Donc c'est toujours dans la même veine de ces économistes, monétaristes et autres, et qui ont fait leurs preuves dans les institutions internationales, qui reviennent. Et ça, c'est un format en quoi Alassane Ouattara croit beaucoup. Vous avez vu même celui qui était dans le parcours presque son identique, c'était on parlait de lui, son ancien Premier ministre qui était issu en son temps du CDP, dont j'oublie le nom, Duncan. Quand vous regardez le profil, c'était PDCI, c'était un peu pareil.
Quand vous regardez le profil de Denka, c'était aussi un peu pareil. En fait, c'est des profils qui plaisent bien à Alassane et en quoi il croit. Mais en même temps, je dis, quand vous regardez, il n'y a pas encore la décision finale qui est faite. Parce que ça ne veut pas dire qu'en termes de poulain, c'est Timogo qui est désigné et que pour ce qui est de Hachi, c'est fini. Mais Hachi est reconduit Premier ministre, ce qui n'est pas rien. Donc, et encore, n'oublions pas qu'il y a aussi son petit frère, dont les pas sont très présents et très entendus dans les couloirs de la présidence. Et pour beaucoup, il est peut-être dans l'ombre, mais il gère beaucoup de choses essentielles pour qu'il puisse, à la dernière minute, est sorti aussi comme du chapeau du magicien Alassane, comme celui qu'il va accompagner pour... Mais il est en train de bétonner en tout cas son départ avec des hommes qui pourront compter. Maintenant, si c'est Timogo, il y a beaucoup de questions qui pourraient être posées parce que il y avait cette presque promesse de passer à une autre génération qui était celle faite par Alassane Ouattara, mettant du coup lui-même en termes de propositions hors jeu tous ceux de sa génération et de sa classe. Et quand je dis changement générationnel qu'il prêchait, on y voyait vraiment des petits jeunes, des petits loups qui avaient des longues dents venir. C'est comme ça que les gens voyaient les choses. Mais quand je regarde Timogo, il est né en quoi, 47, non? Ou bien il est né quand? Je ne sais plus, quand je regardais son CV, je ne pense pas qu'il soit... On parle de bientôt 52 ans. D'accord. Voilà, mais je me dis qu'il n'est pas 49. Il est né en 49. Bon, c'est pas si jeune. Bon, donc je veux dire que pour ceux qui attendaient une cassure de façon générationnelle, bon, peut-être qu'ils ne l'auront pas, mais c'est pas forcément lui jusqu'à présent, mais c'est qu'un vice-président, mais c'est Alassane Ouattara qui est en train de bétonner les choses autour de lui, pour ne pas que ce pouvoir-là aille dans l'autre camp si d'aventure il s'y retire. D'accord, c'est vrai qu'il y a un fait qu'on n'a pas manqué de rappeler, c'est Hachi qui a été reconduit au poste de Premier ministre. C'est vrai que son nom avait été cité justement pour occuper ce poste de vice-présidence-là. Quelle analyse fait justement par rapport à ce choix-là, cette personne qui revient pour en tout cas continuer l'œuvre qu'il a commencée? C'est ce que j'ai dit. Alassane continue de brouiller les pistes parce qu'il met Hachi comme Premier ministre. Ça donne suffisamment également de pression à Hachi pour bien faire et mieux faire, et à ses proches aussi. Et donc ici, c'est toujours Alassane qui tient les manettes, qui déplace les dés comme il veut. Et donc là, parce que ce qui avait été, les noms qui avaient été cités, je ne pense pas que M. Koné faisait partie de cette shortlist-là. Qui avait été donné de voir. Mais quoi qu'il en soit, je dis jusqu'à présent, Alassane, il place des hommes qui sont présidentiables, qui ont la carrure d'homme d'État, mais qui doivent aussi avoir la patience d'attendre leur heure et se mettre dans un coin de la tête que c'est lui, Alassane, qui décide. Duncan a très bien travaillé avec Alassane, il a très bien apprécié. Maintenant, à l'arrivée, peut-être monsieur se disait c'est mon heure. C'était ça, je pense, une erreur d'appréciation, surtout du timing. C'est pratiquement dans la frustration qu'il est parti. C'est dans l'énervement qu'il est parti. Donc, Hachi certainement aussi a tiré leçon de toutes ces choses-là. Et les autres cadres d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a un seul chef, c'est Alassane Ouattara. Il y a un maître à bord, c'est Alassane Ouattara. Si vous osez vous en prendre à lui, vous savez à qui vous vous mesurez. Vous pouvez vaincre, mais vous savez à qui vous mesurez. C'est avec suffisamment de préparation, de tact et de courage. Et le cas Soro est très patent. Pour quelqu'un qui a réussi à organiser les élections dans ces conditions, pouvoir tenir le scrutin et tenir les manettes, à un moment donné, stabiliser sur le plan politique, stresser les hommes politiques, stresser l'opposition jusqu'à ce niveau-là. Et c'est dans ce contexte que Gbagbo arrive et jusqu'à présent il tient la barque. Ça veut dire que ce n'est pas des éloges que je fais, pas du tout. Ça veut dire que sur la base des faits, c'est quand même un chef. Là, il faut le lui reconnaître. Mais maintenant, la suite, je dis jusqu'à présent, c'est lui qui tient les cartes. Parce qu'à l'issue de la révision, il a encore une autre carte. Mais est-ce qu'il va la jouer? Parce que certains, dans la démission de Hachi, avaient lu que Alassane ne terminerait pas son mandat. Et donc prépare déjà les esprits, quitte à ce qu'un matin, il démissionne pour que le vice-président assure
l'intérim, je pense qu'au terme de leur modification, ça doit être le vice-président qui assure l'intérim, ou c'est celui du Sénat. Bon, j'ai oublié qui assure qui est le dauphin constitutionnel 6 décembre. Voilà. Mais pour certains, Alassane est dans une logique de ne pas terminer ce mandat-ci. Il prépare des hommes pour assurer, cette transition jusqu'aux élections, s'il faut achever le mandat jusqu'aux élections, et positionner également celui qui pourrait venir incarner une continuité dans ses œuvres. Parce que lui aussi, il a besoin de se protéger compte tenu de tout ce qui s'est passé. Donc c'est aussi quelqu'un qui gère en pensant à comment est-ce que et par qui je couvre mes arrières. Voilà, donc je pense que nous sommes dans cette logique aussi. D'accord. En tout cas, une actualité que nous allons suivre de très près. En tout cas, merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. La nomination du vice-président en Côte d'Ivoire et également la crise, si l'on peut l'appeler, la rumeur autour de la disponibilité des hydrocarbures au Burkina Faso. Voici les deux sujets qui ont été retenus pour la présente convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final et se retrouver demain avec la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.